Voilà la troisième partie de ce troisième cours de première année. Bon, une petite précision, tout à l'heure j'ai dit transcendere, ça veut dire d'après le latin monter et traverser en montant. C'est pas tout à fait ça. C'est, vous voulez, pour mieux comprendre, ascender en latin ça veut dire monter, scender ça veut dire aller si vous voulez passer, donc ascender, oui, le A ne donne pas la note de montée, bon. Descender, c'est descendre, hein, scender, descender, et transcender, c'est aller en traversant. Hein, les notions, les transcendantaux qu'on appelle notions fondamentales, sont des notions qui traversent tout. On l'a compris, parce que l'être est la notion la plus commune qui existe, et elle traverse tout. Et de même, comment dire, ces équivalents, le vrai, l'un, le bien, sont des transcendantaux. Les cas transcendantaux, c'est la même chose, mais sous divers rapports, on l'a vu, et qui traversent vraiment tout, hein, tout ce qui existe, puisque ils ont pour base, ils sont l'être, ce qui existe, hein, ce qui représente l'existence. Donc, alors attention aussi aux faux amis, aux nouveaux emplois de ce mot. C'est par exemple un sportif va dire je me suis transcendé. Oui, il s'est transcendé, il a gagné le championnat, il s'est transcendé. C'est faux, c'est une mauvaise interprétation de ce mot. Il veut dire tout simplement je me suis dépassé, ou il s'est dépassé. Transcender, c'est beaucoup plus fort que ça. Hein. On dit aussi que Dieu est transcendant dans le sens où il est vraiment présent partout. Il imprègne, si on peut dire. Bon, c'est pas le mauvais mot, parce que Dieu, c'est vraiment quelque chose, c'est un mystère, hein, et quelque chose de très très noble, très très grand. Mais pour faire comprendre un peu, si vous voulez, Dieu est transcendant, ça veut dire qu'il est partout, il traverse tout, et c'est obligé, on le verra, il est la source de l'existence, donc il faut forcément qu'il soit partout d'une certaine manière. Pas partout de la même manière, hein. On va préciser ça, mais il est partout, en tant que source d'existence. Sinon, sans lui, rien n'existerait, on le verra. Donc on continue ce troisième cours sur l'être, l'essence et l'existence. Alors, c'est Aristote, avec son génie extraordinaire, qui a trouvé le moyen de définir en partant de l'être, sinon la philosophie était bloquée pour toujours. En premier lieu, si on considère la définition de l'être, c'est ce qui existe, ce qui a l'existence. Si on regarde bien, on verra qu'on a là deux notions. Hein, suivez bien, très très important, ça c'est toute la racine de toute la connaissance et de toute l'existence. On a d'un côté ce, hein, ce qui existe, l'être c'est ce qui existe, on a le ce, hein, et de l'autre, l'existence. L'être c'est quelque chose qui a l'existence, hein, deux éléments. En fait, ce qu'on dit là n'a pas l'air très juste, car ce quelque chose est forcément de l'être, et donc a déjà l'existence. Hein. Oui, mais rien n'empêche de le considérer à part de son existence. Vous voyez ? C'est quelque chose qui n'est jamais sans existence, car ce qui n'a pas l'existence n'existe pas, hein, évidemment, on l'a vu, c'est le néant. Mais on peut considérer cette chose à part de l'existence, comme ne s'identifiant pas à l'existence elle-même, vous voyez ? Et cela est l'essence, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est, comme on l'a vu un peu déjà, ce qui fait que le cheval est cheval, la souris est souris, l'événement est événement. Pas que j'oublie de passer les diapos. Ce n'est pas l'existence, c'est ce qui détermine l'existence d'une certaine manière, très important aussi ça.
c'est ce qui détermine l'existence d'une certaine manière. C'est ce qui en fait une certaine forme d'existence. Hein, une certaine forme d'existence. Bon, là, le mot forme n'est pas pris au sens où on va le définir plus loin avec la matière. Hein. Une certaine, certain aspect, si vous voulez, d'existence. Ce fait réel que cette essence ne s'identifie pas à l'existence, c'est ce qui nous permet de la distinguer, l'existence. Car si elle s'identifiait à l'existence, on ne pourrait pas l'en distinguer. Et ce serait la mort de la philosophie. Parce qu'on ne pourrait pas avancer. On ne pourrait pas, vous comprenez comment on a défini comment les notions se définissent, comment on trouve les définitions qui vont nous donner la réponse au qu'est-ce que c'est, la réponse de la question que tout homme se pose dès sa plus tendre enfance, enfin dès l'enfance de sa raison. Si on ne pouvait pas distinguer l'essence de l'existence, ça serait la mort de la philosophie. Pourquoi? Parce qu'on ne pourrait pas avancer, on ne pourrait pas sortir de cette notion d'être avec laquelle on ne peut rien définir comme elle est en elle-même, voyez, puisque tout être. Si on dit la montagne c'est un être, l'homme c'est un être, une femme c'est un être, un chameau c'est un être, ça ne nous dira rien, ça ne répondra pas à la question qu'est-ce que c'est. Au moins si, d'une certaine manière, en tant que c'est quelque chose qui existe, mais c'est ainsi que certains courants de philosophie ont dit qu'il n'y avait que l'existence, comme les existentialistes. D'autres qu'il n'y avait que l'essence, comme les essentialistes, n'ayant pas réussi à faire cette distinction. Vous voyez, auquel point, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit, on ne peut pas partir de l'être en ajoutant quelque chose à l'être pour définir. Hein? L'être, pour le prendre comme point de départ de toute définition, il faut le prendre autrement. En fait, là, on germe la différence entre la créature et le créateur. C'est très profond. Hein. Là, on est dans les hautes sphères de la connaissance. Hein. Suivez bien. On verra en effet que Dieu est l'être qui a l'existence par lui-même, qui est l'existence. Dieu est l'existence. Et donc, on verra pourquoi. Et donc, il n'a pas de distinction en lui entre essence et existence. Sa caractéristique, précisément, c'est d'être l'existence elle-même. La créature, elle, a une distinction entre l'essence et l'existence, précisément parce que son essence ne s'identifie pas à son existence. Son essence est une certaine forme d'existence, elle n'est pas l'existence elle-même. Hein? Par exemple, on le verra, le lapin a une existence de lapin. Il n'est pas l'existence elle-même, avec toutes les formes qu'elle peut revêtir. Sinon, il serait toute chose, il serait Dieu, vous voyez, c'est pas facile. Hein. Il n'a que la forme d'existence du lapin. Il n'a que la forme d'existence du lapin, et cette forme d'existence, c'est son essence, hein, forme au sens de l'aspect, mode d'existence. L'essence du lapin, c'est son essence, c'est l'essence du lapin qui, ajoutée à l'existence, donne le lapin réel. Vous voyez, on va voir, on va préciser ça. Pardon. Il y a une réelle distinction entre l'essence et l'existence dans les créatures. Et c'est d'avoir découvert cela qui va nous permettre d'avancer dans notre connaissance, de partir de cette notion d'être pour définir toute chose, sinon le problème était insoluble. Vous voyez peut-être pas bien encore, mais ça va se préciser, vous allez voir. Et on vérifie qu'on n'avance pas en ajoutant une notion à l'être pour définir, mais qu'on distingue en l'être lui-même. On distingue en être lui-même d'une part l'essence et d'autre part l'existence. Hein. L'être est ce qui existe, hein, dans notre tableau. Hein. Et il y a une réelle distinction entre l'essence et l'existence, au moins dans les créatures. Ensuite, l'existence, hein, pour définir, on n'y touche pas, elle ne nous sert pas vraiment à connaître, mais ça nous assurer que les choses existent. Il ne faut pas croire non plus, comme les essentialistes, qu'elle ne sert à rien pour la connaissance, parce que il faut toujours, la vraie philosophie part toujours de ce qui existe. Hein, et c'est là qu'on peut s'envoler dans des notions qui n'ont plus beaucoup de correspondance avec la réalité. Faire attention. Hein.
L'existence ne nous sert pas tellement à connaître, mais à nous assurer que les choses existent, et c'est très 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 important, parce qu'il faut toujours partir, tout scientifique doit partir de la réalité. C'est quelque chose de très mystérieux, dont l'existence, dont toute chose est imprégnée pour être, toute chose est imprégnée pour exister, hein, mais qui ne se diversifie pas par elle-même l'existence. Hein. Toute chose là, pas au même degré évidemment, mais la même tout de même essentiellement en tant que par elle, tout ce qui existe existe. Hein, c'est par l'existence qu'on existe. Bon, ça paraît tout à fait, ça paraît une palissade, mais c'est très très important et très très profond ce qu'on vous dit là, parce que la philosophie a été bloquée à cause de ce manque de distinction de l'essence et de l'existence. Et c'est Aristote qui nous a sauvés en définissant précisément ces choses. L'essence, par contre, on l'a vu, c'est ce qui va nous permettre de définir toute chose, de diversifier l'être, puisque c'est ce par quoi une chose est ce qu'elle est. Hein, et que c'est la définition, en fait. Hein. L'essence et la définition, on l'a vu, c'est la même chose. Sauf que l'essence est dans les choses, alors que, suivez bien, la définition est sur le papier, exprimée avec des mots, après être passée par l'intelligence de l'homme. Mais au fond, c'est exactement la même chose. Hein. L'essence et la définition. On l'a vu d'ailleurs dans tous les mots qu'on emploie pour parler de l'essence. L'être donc se compose d'essence et d'existence. C'est une distinction réelle dans l'être, ce n'est pas une distinction de raison. Hein. L'essence et l'existence se distinguent réellement dans l'être, en tout être, sauf en Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les séparer. Hein. L'essence et l'existence ne sont jamais l'un sans l'autre, mais ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent se séparer réellement dans les choses, hein, qu'ils ne se distinguent pas réellement dans l'être, dans les choses. On a été obligé de l'admettre. C'est une distinction dans l'être lui-même, dans tout être. Et donc, ça va, on suit, c'est peut-être un peu difficile, mais vous allez voir, ça va se préciser peu à peu. Et donc, à partir de là, cette essence va être soit comportant la matière pour donner un être corporel, soit ne la comportant pas pour donner un être immatériel, soit comportant la vie, soit ne la comportant pas, etc. Hein. Et on pourra définir tout être de ce monde qui sera divers dans son essence, bien qu'il aura l'existence comme tous les autres. Une autre distinction très importante en métaphysique n'est pas en l'être lui-même, en tout être, mais divise l'être en deux ensembles. L'être qui existe en lui-même, qu'on appelle substance, et l'être qui existe en un autre, qui n'existe qu'en autre chose, et qu'on appelle accident, qui n'existe qu'en autre chose, hein, qu'on appelle accident. Par exemple, un homme est une substance, parce qu'il n'existe pas en autre chose. Hein, existe en lui-même, bon, ça ne représente pas grand-chose, on n'a pas trouvé d'autres mots. Est in se, en latin, in se, in alio, l'accident. Par exemple, un homme est une substance, parce qu'il n'existe pas en autre chose, mais en lui-même, si on peut dire. Hein. La couleur de ses cheveux, par contre, n'existe pas en elle-même. Hein, il n'y a pas d'une couleur qui se promène comme ça, toute seule. Elle existe en lui, en ses cheveux. Aristote a découvert cela en remarquant que dans le langage, on attribue certaines choses à d'autres, mais que d'autres choses, on ne les attribue pas, mais elles sont elles-mêmes sujets d'attribution. Hein, on va expliquer. Par exemple, à un homme, on attribue quantité de choses, hein, comme la grandeur, le poids, l'intelligence, l'habileté, la beauté. Mais l'homme lui-même, on ne l'attribue à rien. Il existe en lui-même, il n'a pas besoin d'autre chose pour exister dedans. Vous voyez, bon, on explique ça comme on peut. C'est pas facile à expliquer parce qu'on est aux racines de la connaissance. De vous rappeler, pour faire une définition, il faut avoir d'autres mots plus faciles pour expliquer.
Comme là on est au tout début, on est obligé de faire des détours, des savants détours pour expliquer les choses. Mais bon, vous comprenez bien, hein. C'est pour ça qu'on dit l'homme, la substance existe en elle-même. L'homme, donc, il existe en lui-même, il n'a pas besoin d'autre chose pour exister dedans, alors que la grandeur, le poids, l'intelligence, l'habileté n'existent jamais en eux-mêmes, mais en autre chose, comme en un homme, et on les attribue, et on les lui attribue. Hein? Bon, l'intelligence, ça se discute parce que les esprits purs qu'on appelle des anges, c'est d'une certaine façon des intelligences. Hein? Mais pas que ça, donc voilà. L'accident, en fait, on le comprend, n'est pas de l'être à part entière. C'est un être incomplet, imparfait, puisqu'il ne peut pas exister en lui-même, mais il est toujours dépendant d'un autre être, d'une substance. Vous voyez, on fait remarquer en passant qu'on n'est pas dans la métaphysique pour faire toujours remarquer c'est une science qui s'occupe de l'être, de ce qui existe, et là on ne peut pas être plus près de ce qui existe, puisqu'elle s'occupe de l'être précisément. Et vous voyez, par exemple, ces histoires de substance, ces notions de substance et d'accident, ben c'est réel. Un homme, c'est un être qui n'a pas besoin d'être collé, si on peut dire, dépendant d'autre chose pour exister. Bon, il y a une dépendance par rapport aux aliments, par rapport à ses parents, etc. Mais il forme quelque chose d'entier qui n'est pas attribué à autre chose. Alors que l'accident, lui, est toujours attribué à autre chose, comme la grandeur. Hein, cet homme a telle grandeur, il a tel poids, la couleur, d'autres choses semblables. Hein, la forme, hein, une forme n'existe pas en elle-même, elle existe toujours en autre chose. La forme, au point de vue géométrique, hein, pas au point de vue métaphysique. On le verra. Donc, l'accident, donc oui, ne peut pas exister en lui-même, il est toujours dépendant d'un autre être, d'une substance. Il a cependant une existence propre, en tant qu'il se distingue de la substance. Hein, c'est pas la même chose. En tant que ce n'est pas la même chose, mais il est essentiellement dépendant de cette chose, essentiellement. Par exemple, en latin, on dit accidents, entis, potius quamens. C'est pas facile non plus ça. Il fait partie de l'être plutôt qu'il soit un être en elle-même. Ceux qui ont fait du latin, accident, entis, potius quam ens. Par exemple, Paul est une substance, c'est un être qui existe en lui-même, mais sa couleur, par exemple, blanche, hein, un homme blanc, on dit, ce n'est pas exactement lui, c'est quelque chose de lui. Et la preuve, c'est que sa couleur peut changer, tant qu'il demeurera la même chose, qu'il demeurera la même chose, par exemple, il peut bronzer, hein, changer de couleur de peau, tout en restant toujours lui-même essentiellement le même. Toujours homme, ce qui ne serait pas si sa couleur était sa substance, vous voyez? Parce que la substance, c'est l'essence, on l'a vu, c'est ce qui définit l'être, qui fait et dit ce qu'il est, et changer la substance, c'est changer l'être. Bon, vous voyez, parce qu'on a déjà expliqué tout ça, mais il faut que ça se mette en place, vous voyez? Il faut du temps. Hein, je répète, l'accident peut changer, comme le fait de bronzer pour un homme blanc, tout en ce que l'homme demeure le même. Hein, et pour faire voir la distinction entre la substance et l'accident, que ce n'est pas la même chose, hein, si l'accident était la substance, eh ben, il resterait toujours le même, pendant que l'être est ce qu'il est. Et on a vu que l'être, tout être, il demeure homme. Un lapin, il demeure lapin dès le début de son existence jusqu'à la fin. Il n'y a pas de... Et même s'il a une métamorphose, c'est compris dans son essence, et il sera toujours la même chose essentiellement. Et bon, ne nous laissons pas trouver par les exceptions confirment la règle, on dit souvent. Hein. Donc, distinction réelle entre l'accident et la substance, hein,
Parce que si l'accident n'était pas réellement distinct de la substance, il serait la substance. Et donc, un homme, par exemple, ne pourrait pas changer de peau, parce que s'il changeait de peau, il ne serait plus un homme. S'il changeait de couleur de peau, en bronzant, il changeait de substance, il serait plus homme. Alors, vous voyez, bon, même le langage courant nous certifie avec la plus grande évidence que c'est une réalité. Hein. C'est pas parce qu'on change de couleur de cheveux ou quand on devient vieux, on peut devenir fripé, etc. C'est pas ce qui va faire que je ne suis plus un homme. Vous voyez, distinction réelle entre substance et accident. Tout, donc, c'est ce qui nous permet de distinguer dans l'être la substance et l'accident. Tout ne peut pas être accident. Vous comprenez pourquoi? Hein, si je vous posais la question, là, je pense que vous seriez capable de répondre. On fera d'ailleurs on va faire une petite vidéo pour vous aider à faire les exercices à partir des résumés. Hein. On va mettre ça au point. Pour un résumé, on ne va pas tous les faire, pour vous montrer un petit peu comment il faut si vous en avez besoin. Bon, vous avez peut-être très bien compris comment ça fonctionne. Donc, tout ne peut pas être accident, puisque c'est quelque chose qui ne peut pas être en soi, exister en soi, hein, mais toujours en un autre être. Il n'y a pas d'accident absolu, c'est contradictoire. Et tout n'est pas substance, parce qu'on voit des choses changer et rester essentiellement la même chose. Hein, comme un homme, ce qui ne serait pas s'il n'y avait que des substances, car une substance changeant, l'être doit changer aussi essentiellement, puisque l'essence et la substance, c'est la même chose. Bon, voilà. On commence à manier les notions qu'on a apprises, vous voyez. Donc la substance et les accidents se distinguent réellement dans l'être. C'est très très important tout ça, vous allez voir. Là, on est en train d'acquérir des outils pour voir toutes les belles grandes vérités de notre vie humaine et de Dieu, de notre religion, notre relation entre nous et Dieu. La substance et les accidents sont les toutes premières. Non, je regarde si j'ai oublié quelque chose, non. La substance et les accidents sont les toutes premières choses que l'on peut attribuer à un être. Vous voyez ? L'être est soit substance, soit accident. Vous voyez, au début, on a dit, on ne peut pas partir de l'être. Pour définir les choses, on ne peut pas partir de l'être en attribuant un être, de l'être, parce qu'on n'en sortirait pas. Donc, l'être se distingue en substance et accident. Une espèce de... Mais, ça, on est encore dans le mystère, parce qu'il ne se divise pas, puisque la substance c'est de l'être et l'accident c'est de l'être aussi. Vous voyez ? Mais donc c'est une sorte de... On scinde quand même d'une certaine manière l'être parce que ce n'est pas le même être. La substance c'est l'être qui existe en soi et l'accident l'être qui existe en autre chose. La substance et les accidents sont les toutes premières choses que l'on peut attribuer à un être. L'être est soit substance, soit accident. L'être se divise en substance et accident, être en soi ou être en un autre. On répète, hein, mais je crois que c'est nécessaire parce que c'est pas facile à saisir tout ça. On comprend ainsi que ce sont les façons les plus universelles d'attribuer quelque chose à un être. Hein. Vous comprenez peut-être pourquoi. Tout être qui existe particulièrement dans le monde, hein, avec un grand thème, l'univers, est soit substance, soit accident. Hein. C'est la première chose qu'on peut et qu'on doit dire de lui, de l'être. Hein. Aristote a approfondi ces façons les plus universelles d'attribuer quelque chose à l'être, et il a trouvé la substance et 9 sortes d'accidents, hein, c'est-à-dire, suivez bien, 10 façons en tout les plus universelles d'attribuer une chose à une autre. Hein. Ce sont les façons les plus universelles d'attribuer une chose à une autre, en ce qu'on ne peut pas en grouper deux pour en faire un ensemble. Voyez, on dit qu'elles sont irréductibles l'une à l'autre. On les appelle aussi les 10 catégories, ou aussi les 10 prédicaments, si vous voulez. Predicamentum, du verbe latin predicare, qui veut dire attribuer. Hein, vous voyez, je répète,
on part de l'être, pour définir, on cherche des notions plus simples, on arrive à l'être qui est à la base. Ensuite, dans l'autre sens, pour définir, on doit pouvoir faire la même chose, on part de l'être et on ajoute des notions. Mais à l'être, on ne peut pas ajouter, parce qu'on ajouterait quelle lettre? On est obligé de faire une espèce de scission dans l'être, qui n'est pas divisé pour autant parce qu'il se retrouve dans les deux, mais c'est le point de départ qu'a trouvé le génie d'Aristote pour définir les choses, hein, substance et accident. Et donc la substance, elle, il n'y a qu'une façon de la définir, comme un être qui existe en soi, mais les accidents, eux, il y en a plein, hein, plein, et donc Aristote a trouvé, pour les étudier et pour constituer la science de la métaphysique, 10 façons, 10 cases, si vous voulez, des groupements généraux qui veulent dire la même chose. Tous les accidents dans un genre, dans un prédicament, dans une catégorie, signifient la même chose, comme l'être signifie pour toute chose l'existence, hein, ce qui existe. Dans les 9 accidents, il a trouvé, enfin dans les accidents, il a trouvé 9 façons de grouper, pour ainsi dire, des sortes d'accidents qui sont irréductibles l'une à l'autre, ces sortes, parce qu'elles expriment quelque chose de distinct, de différent. Hein. On va voir. Alors, ces 10 catégories, donc, ce sont la substance et les 9 accidents. Voilà. C'est-à-dire la qualité, la quantité, la relation, le temps, le lieu, l'action, la passion, la manière d'être, la position. Bon, les 2 derniers, ils ne servent pas trop. Hein. On se sert plutôt plus des 7 autres. Tout ce qui s'attribue à un être entre dans une de ces catégories. Tout ce qu'un être est ou fait se trouve dans une de ces catégories, vous voyez. Tout être, en effet, au sens plein, complet, est substance, et est une certaine détermination particulière de cette substance, qui est sa qualité au sens philosophique, comme un esquimau est une sorte d'homme par cet accident qui est la qualité. Hein. Cette substance corporelle, encore, a une certaine quantité de grandeur, a souvent une ou plusieurs relations, comme avec son père, dont il est le fils, et dans un certain temps, un certain lieu, il a un certain temps, il a un certain lieu, on peut lui attribuer. Hein, Napoléon a vécu de temps à temps, bon, il a son temps, César a son temps. Un certain lieu, hein, la substance a un certain lieu, a une certaine activité, on les a tous, hein, en général, d'une façon ou d'une autre. Hein. A une certaine activité, une certaine action, subit souvent aussi quelque chose, et donc a une certaine passion, hein, passion au sens de subir quelque chose, hein. Pater, attendez, pathé en grec, a une certaine manière d'être, c'est-à-dire pour un homme, le fait d'avoir un costume, par exemple, a une certaine position, comme d'être debout, voici. Hein. Tout être a, sinon tous, du moins la plupart de ces accidents. Mais en tout cas, tout ce qu'un être est ou a est inclus dans une de ces catégories. Vous voyez, Aristote a réussi à grouper. Vous allez voir que c'est... Bon, ceux qui veulent entrer dans la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin, bon, on peut dire que là, on a une introduction, hein, la philosophie de saint Thomas d'Aquin. On ne peut pas rentrer dans saint Thomas comme ça. C'est très difficile, et donc là, ça peut constituer une introduction. Ce sont les 10 façons les plus universelles d'attribuer quelque chose à un être. On ne les détermine pas en ajoutant une différence à l'être, qui soit autre chose que de l'être, parce que quoi qu'on ajoute à l'être, comme on le disait, ce sera toujours de l'être, mais ce sont 10 façons d'être de l'être, si on peut dire. L'être qui est soit substance, soit un des 9 accidents. Vous voyez, les toutes premières façons de définir l'être. Tout ce qui est accident entre dans une de ces 9 catégories d'accidents, on répète. Hein. La substance, elle, se diversifie par l'ajout de différences
Pardon, et l'on obtient les 4 grandes classes des êtres de ce monde qu'on a déjà vues. C'est le célèbre arbre de Porphyre. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, ben voilà. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Ça remonte à loin, ça remonte à l'Antiquité. L'arbre de Porphyre, les façons de définir les grandes classes, les 4 grandes classes des êtres. À des substances, en effet, on en trouve des corporelles et des incorporelles, comme Dieu et les anges, on le verra. À la notion de corporelle, si on ajoute dans la définition la différence vie, on a les substances corporelles vivantes, comme les plantes, et des non vivantes, comme les minéraux. À la substance corporelle vivante, on ajoute la différence connaissance sensible, et on a les animaux. Les animaux, le renard, il a les yeux, il a vu, il a l'ouïe, il a le goût, il a l'odorat, il a le toucher, comme nous. Et si à la substance animale on ajoute la raison, on obtient la définition de l'homme, animal rationalis. Un animal doué de raison, parce qu'on a toutes les caractéristiques et de l'animal et de la raison. Tout ce qui se trouve de substance dans l'univers se ramène à l'une de ces grandes classes. Vous voyez, on sort un petit peu de la vue qu'on nous donne dans la physico-mathématique, où on ne comprend pas grand-chose, on n'est plus qu'un tas de poussière dans un amas de poussière. Poussière d'étoiles, disait quelqu'un. C'est un peu vrai, si vous voulez, mais vous voyez que, bon, il faut tenir compte aussi de toute la réalité, non pas seulement un seul aspect. On obtiendra les définitions de tous les êtres de l'univers par ajout de différences à l'une de ces grandes classes. Par exemple, le cheval est un animal qui est comme ceci et comme cela. Une remarque extrêmement importante à ce sujet, c'est qu'on a là les façons de définir les êtres dans leur essence même, avec la substance. Substance égale essence. C'est-à-dire dans leur cœur, dans leur centre, dans le cœur de l'être, parce qu'on part de la notion d'être lui-même, dans laquelle est incluse très clairement l'essence et l'existence, comme on l'a vu. Vous voyez, on commence à rentrer. C'est intéressant, et vous allez voir que tout ce qu'on va faire avec ça. Le grand drame, tout ce que vous pourrez faire, le grand drame de la connaissance aujourd'hui, c'est qu'on se contente souvent de définitions descriptives qui donnent une certaine connaissance des choses, mais avec lesquelles on reste en périphérie de l'être, au niveau descriptif, sans aller à l'essentiel, au cœur de la chose. Et de ce fait, on manque souvent l'essentiel de la connaissance. Voilà. C'est ça qui est important. Vous vous rappelez l'importance de la connaissance. L'intelligence reste sur sa fin parce qu'elle est faite pour l'être. Et comme ça se rejoint, comme c'est cohérent. C'est son objet. Et si on ne lui donne que la périphérie, c'est comme si on la nourrissait d'épluchures. Comme si on dit, ah monsieur, voilà, madame, voilà des beaux fruits, voilà, on vous donne les épluchures, nous on a mangé on a mangé la pulpe. On ne serait pas très content, et notre estomac non plus. L'épluchure, c'est fait pour les lapins. Ça peut faire sourire, mais c'est là qu'on en est aujourd'hui avec ces sciences, que l'on appelle pompeusement la science avec un grand S. Bah oui, par exemple, la physico-mathématique donne une description mathématique de l'univers, qui ne concerne que l'accident quantité. Vous voyez, on commence à se servir des outils là. Vous voyez, elle ne parle que de l'accident quantité avec ses mathématiques, ne connaissant pas et ne voulant pas connaître l'être en lui-même. Je vous ai dit, un savant écrivain de physique qui disait que l'être n'existe pas. Ça, c'est pas mal comme erreur. L'être est ce qui a l'existence, et lui dit que ça n'existe pas. Bon, voilà. Ainsi, la porte reste largement ouverte à l'erreur en ce qui concerne les questions essentielles de la vie, de l'être lui-même, parce qu'on le connaît mal. Voilà. Donc, le principe de toute connaissance, c'est l'être. C'est la toute première notion pour définir, ou la dernière que l'on trouve quand on va au fond de l'être. Vous voyez la réalité de ce qu'on enseigne là. Si ça c'est pas vrai, vous pouvez jeter tous les dictionnaires.
Tous les dictionnaires sont formés comme ça. En Chine, au Japon, en Amérique du Sud, en France, tous les dictionnaires, toutes les définitions sont formées comme ça. Aristote n'a jamais fait que de chercher la réalité des choses et comment l'homme acquiert sa connaissance. On comprend ainsi qu'on ne peut pas faire de métaphysique des concepts, détachés de l'existence comme certains ont voulu le faire. Là, ça existait aussi, ça. La métaphysique sera toujours essentiellement reliée à l'existence parce que son objet est l'être. Et l'être est obligatoirement ce qui existe. C'est en abandonnant sa vocation première à l'être que la métaphysique s'est égarée chez certains en des systèmes de concepts qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, parce que, une fois déconnecté de l'être et donc de l'existence, l'esprit n'a plus de référence et ne peut que s'égarer, bien sûr. Une métaphysique des concepts est une absurdité complète. Bon, on le voit aussi en ce sens que la vérité, comme on le disait, c'est la réalité dans l'esprit. Et si on se déconnecte de la réalité, bon, on se déconnecte de la vérité, donc de la connaissance. Il n'y a plus de connaissance. De toute façon, l'erreur, on sait, l'erreur, c'est une non-connaissance. C'est une apparence de connaissance, mais qui est fausse. La notion d'être a donné naissance dans la philosophie à un principe qu'on appelle le principe d'identité, extrêmement important, c'est ça qu'on a voulu remettre en cause aussi, qui découle directement de la notion d'être. Vous allez voir, il est tout bête, il est tout couillon, excusez-moi l'expression, tirer quelqu'un, et l'extrême importance de ce principe qu'on a oublié. Bon, il faut le retrouver, et vous allez voir. De même, en effet, que la notion d'être est à la base de toute définition, de même, le principe d'identité est à la base de toute proposition. Vous voyez ? Je répète, de même qu'en effet, que la notion d'être est à la base de toute définition, de même, le principe d'identité est à la base de toute proposition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une proposition, c'est un ensemble de mots avec un verbe. Ce principe s'énonce ainsi. L'être est, principe d'identité, ou l'être est ce qu'il est, pour comprendre un peu mieux. C'est ce qui affirme l'identité de l'être avec lui-même. Bon, vous allez me dire, c'est complètement idiot, il n'y a rien de plus évident, on n'a pas besoin de nous en parler. Bon, bah si. Et surtout dans sa forme négative, qui est le principe de contradiction. Sa forme négative peut être mieux connue est le principe de contradiction qui s'énonce ainsi. Une même chose ne peut pas en même temps être et ne pas être sous le même rapport. Vous allez me dire, c'est encore complètement évident, il n'y a pas besoin de ça, tout le monde le sait. Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous, on n'a pas besoin de vous, dans l'enseignement. Voilà. Vous allez voir, c'est extrêmement, il le rappellera au cours de ces cours. On en montrera toute l'importance fondamentale, super fondamentale. Le principe d'identité, l'être est, semble complètement inutile, tellement il paraît évident, comme on le disait, et pourtant on ne se doute pas de l'extrême importance qu'il a dans toute la connaissance humaine. En fait, il en a autant que la notion d'être, ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'il en découle, et que c'est d'une manière semblable qu'on l'a découvert. De même, en effet, qu'à toute définition, il faut supposer au départ la notion d'être, de même, à toute proposition, écoutez bien, il faut supposer au départ le principe d'identité. En effet, toute proposition, comme toute notion, est plus ou moins évidente. Et de même que pour expliquer une notion, la définir, on cherche des notions plus simples, de même, pour expliquer une proposition, on cherche des propositions plus simples. Cela arrive en particulier dans le raisonnement, qui est précisément, on le verra, un procédé pour rendre claire une proposition qui ne l'est pas, à partir de propositions plus claires, plus évidentes. Vous voyez ?
Et de même qu'on ne peut remonter dans l'ordre des notions plus évidentes sans arriver à une notion première qui soit évidente par elle-même, qui n'ait pas besoin d'autres notions plus simples pour être expliquée. De même, dans l'ordre des propositions plus évidentes, on ne peut remonter indéfiniment sans arriver à une notion première qui soit évidente par elle-même, qui n'ait pas besoin de propositions plus évidentes pour être démontrée, c'est le principe d'identité. Non, là je me suis trompé, c'est de même, je recommence la deuxième partie. De même, dans l'ordre des propositions plus évidentes, on ne peut remonter indéfiniment sans arriver à une proposition première qui soit évidente par elle-même. Pardon, je vais corriger. Qui soit évidente par elle-même, qui n'ait pas besoin de propositions plus évidentes pour être démontrée, c'est le principe d'identité. Ce principe d'identité, donc, est tout à fait premier dans l'ordre des propositions. Et c'est l'affirmation... Pardon. Et c'est l'affirmation de l'identité de l'être avec lui-même. Hein, je répète, ce principe d'identité, donc, est tout à fait premier dans l'ordre des propositions, et c'est l'affirmation de l'identité de l'être avec lui-même. L'être est. Et on voit ainsi qu'on rejoint la notion d'être. Qu'il en est issu, car pour affirmer que l'être est, il faut que l'être soit. Et il faut le saisir comme tel. Et dès l'instant où l'on saisit l'être, on voit immédiatement, sans aucune démonstration, que l'être est. Il n'y a rien de plus évident. Il faut se méfier des évidences. L'eau calme et profonde, comme on dit. On comprend ainsi comment ce principe, étant tout à fait premier, est contenu en toute proposition. De même que la notion d'être est contenue dans toute définition, et il faut qu'elle y soit contenue, sinon la proposition ne pourrait pas être vraie. Elle ne sera pas reliée à l'existence, ce qui constitue la vérité pour une proposition, comme on le verra, comme on l'a vu déjà un peu. On voit ainsi comment ce principe est extrêmement important dans la connaissance, à tel point que toute erreur est une violation de ce principe. Ah, ça commence à devenir intéressant, là, oui. L'erreur, on n'aime pas ça en général. Hein. Quand on y est, dit saint Augustin, on fait tout ce qu'on peut pour en sortir. Hein. Certains malicieux aiment induire les autres en erreur, mais soi-même, on n'aime pas ça du tout, d'être en erreur. Et voilà, ce principe, il montre le bout de son nez de son utilité, là, en ce qui va être, en ce qu'une erreur est une violation de ce principe. Hein. En effet, qu'est-ce que l'erreur, on explique. Hein. Ah oui, alors là, j'ai oublié de passer ça, donc là, c'était sur les diapos, l'être est ou l'être est ce qu'il est, principe de l'identité, hein, c'est sa définition. Ah oui, et puis point. Oh, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai oublié de passer les diapos. Pardon, excusez-moi. Les principes de contradiction. Une même chose ne peut pas être en même temps et ne pas être. Donc, l'erreur. Qu'est-ce que l'erreur? On le verra. Sinon, de dire que ce qui est n'est pas, qu'est-ce que l'erreur sinon de dire que ce qui est n'est pas, ou que ce qui n'est pas est. Hein? Par exemple, si je dis que le cheval a des nageoires, je fais une erreur. Je dis que ce qui est, le cheval, n'est pas, car un cheval avec des nageoires, ça n'existe pas. Et de même, quand je dis cela, je dis que ce qui n'est pas est, c'est-à-dire qu'un cheval qui a des nageoires qui n'existe pas, je dis que ça existe. Je dis que ce qui n'est pas est.
Et voilà, on voit ainsi toute l'importance du principe d'identité dans notre vie, car tous nos problèmes proviennent principalement de l'erreur, on l'a vu, et toute erreur est une violation du principe d'identité. Vous voyez là l'extrême importance de cette évidence, on pourrait dire quasi idiote, hein, quand on le présente comme ça. Quand on le présente comme ça, ça paraît tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Bah justement, il faut en parler. Il faut le remettre au jour et remettre en jeu, remettre à l'œuvre toute son utilité dans les fondements de la vie humaine qui est la connaissance. On a vu au début tous les problèmes qu'entraîne l'erreur et tous les avantages qu'entraîne la connaissance de la vérité, de la réalité. Il ne sert pas à grand chose, évidemment, ce principe dans les choses évidentes, hein, mais son utilité apparaît dans la progression de la connaissance à mesure que l'on s'éloigne de l'évidence, hein, où l'on ne peut rester dans la vérité qu'en lui restant fidèle à ce principe. C'est un principe pour la connaissance et non pour l'être. Pourquoi? Là, je vous poserai bien la question, si je vous avais devant moi. Je n'ai pas oublié quelque chose. Non. C'est un principe pour la connaissance et non pour l'être. Pourquoi? Car l'être, lui, il est toujours ce qu'il est, évidemment, et c'est là que l'évidence est idiote. Mais dans la connaissance, surtout dans les choses peu évidentes, plus complexes, il risque de ne pas rester ce qu'il est. Hein? Pourquoi? On se sert alors plus de sa forme négative, qui est le principe de contradiction. Le principe de contradiction est ce qui nous permet de savoir quand nous nous contredisons dans nos affirmations, ce qui est signe certain d'erreur. Hein, suivez bien, car de deux propositions contradictoires, il y en a forcément une qui est fausse, sinon les deux, précisément pour cette raison qu'une même chose ne peut pas en même temps être et ne pas être. Hein, vous voyez, proposition contradictoire, c'est-à-dire par exemple le soleil brille et le soleil ne brille pas. Hein, c'est des propositions contradictoires parce que l'une est la négation de l'autre, si vous voulez. Hein. Et donc, vous voyez, si le principe de contradiction est ce qui nous permet de savoir quand nous nous contredisons dans nos affirmations, c'est qu'il y a signe certain d'erreur, pardon, car de deux propositions contradictoires, il y en a forcément une qui est fausse, sinon les deux, précisément pour cette raison qu'une même chose ne peut pas en même temps être et ne pas être. Bon, ça va, ça chauffe pas trop, là, sous les cheveux. On continue. Ah, ben, vous en aurez pour votre argent, hein, d'autant plus que c'est gratuit, bon, comme ça. On verra d'ailleurs que le principe d'identité n'a pas du tout été évident au début de la philosophie, car les uns le nieront en niant l'être, et d'autres l'affirmeront en affirmant l'être. Hein. C'est le soc dont on parlait tout à l'heure, qui scindra la philosophie en deux grands courants qui demeureront jusqu'à nos jours. On comprend comment le courant qui nie l'être et le principe d'identité et de contradiction est source d'innombrables erreurs et donc d'innombrables malheurs pour l'humanité, on en verra un. Les pensées mènent le monde et les pensées empoisonnées l'empoisonnent. Voilà. Comme on le verra en théologie avec les hérésies, de même en philosophie, il y a toujours eu des systèmes pour nier la vérité, la réalité. Hein, on rappelle encore une fois de plus que la philosophie que l'on préconise et qui devrait être la vraie philosophie se constitue en science, c'est-à-dire qui se base sur la réalité. Hein, on verra d'ailleurs que cette philosophie est toujours actuelle, et certains voudraient la ranger au niveau de Saint-Augustin ou de Saint-Thomas d'Aquin en disant que c'est dépassé, maintenant on a autre chose, mais non. La philosophie réaliste, comme on l'appelle, scolastique, thomiste,
est une philosophie essentiellement toujours à jour, parce qu'elle est toujours, son but est de coller à la réalité, hein, de tirer ses connaissances de la réalité. Et donc elle est toujours ouverte à toute science qui peut lui apporter de nouvelles connaissances sur la réalité. Alors, avec les Aristotéliens en philosophie, il y a toujours eu des systèmes pour nier la vérité et la réalité. Donc, contre cette vérité de l'essence, hein, il y a eu un système appelé l'existentialisme, qui ne voyait dans les choses que l'existence et non l'essence. Il est vrai que ce n'est pas une notion facile à saisir, mais si on ne l'admet pas, s'il n'y a pas d'essence dans les choses, il n'y aura pas ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont. Hein, et on est toujours à la définition, entre parenthèses. Pas d'image, la définition. S'il n'y avait pas d'essence dans les choses, je répète, il n'y aura pas ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont. Il n'y aura rien qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont. Et alors, comment pourraient-elles être? Elles ne pourront pas avoir l'existence. Et donc, en niant l'essence, on nie aussi l'existence. Vous voyez, si elles ne peuvent pas être ce qu'elles sont, elles ne pourront pas être tout simplement. Et donc, on nie, en niant l'essence, on nie en même temps l'existence. S'il n'y a pas dans le cheval ce qui fait qu'il est cheval, comment pourra-t-il être cheval? Et de même, l'essence, c'est ce qui nous dit ce qu'est la chose, ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est. Et donc, suivez bien, vous allez voir l'énormité encore. Et donc, s'il n'y a pas d'essence, il n'y a aucune réponse aux questions qu'on se pose sur toutes les réalités, et donc aucune science. Ce serait l'ignorance totale, ce qui est complètement faux. Bon, encore une autre fois, on n'aurait plus qu'à jeter tous les dictionnaires. Remarquez, entre parenthèses, que ces gens-là, ils affirment une chose, mais dans leur comportement, ils affirment le contraire, hein, parce que aucun essentialiste n'a mis tous les dictionnaires à la poubelle. Hein. Oui, ça. D'autres systèmes ont nié l'existence et n'ont retenu que l'essence, qu'on appelle des essentialismes. Mais s'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'être, et donc il n'y a que le néant. Rien n'existe, pas même l'essence. C'est des choses toutes bêtes, mais bon. Il y a des gens qui sont partis là-dedans, bon, par des chemins détournés. Puis le prince du mensonge, hein, il est là, hein, pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Parmi les figures célèbres de la philosophie qui ont nié l'être, on a Hegel, pauvre Hegel, hein, qu'on place comme le plus grand philosophe du XIXe siècle. Hein. On baigne dedans aujourd'hui. Qui a réussi ce tour de force, Hegel, hein, de faire croire que l'être est néant. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, ça faut le faire. Hein. Et il y a des gens qui rentrent là-dedans, qui avalent ça. Sa démonstration, évidemment, est fautive. Alors, ils ont toujours, comme c'est des génies, quand même, ces hommes-là, donc ils ont toujours une façon très, très intéressante de présenter les choses, hein, charmante, séduisante. Sa démonstration, évidemment, est fautive. On va brièvement montrer comment. Hein. Voici comment il expose. L'être est indétermination. Et c'est vrai, d'une certaine manière, l'être est indétermination dans le sens où il ne représente rien de particulier. C'est une façon générale, c'est une notion générale qui correspond à tout être, sans distinction. Il continue, or, l'indétermination, c'est le néant. Bah oui, l'indétermination, on a dit que l'être est détermination, donc dès où il y a l'indétermination, bah, on est dans le néant. Donc l'être est néant. Eh, pas mal, hein. Bon, avec ce qu'on a dit déjà, vous avez probablement compris le sophisme. Voilà. Le syllogisme, c'est un syllogisme ça, hein, syllogisme de Hegel. Prenons le signe égal. Hein. Être égale indétermination, indétermination égale néant, donc être égale néant. Bon, là, l'égal, hein, s'emploie plutôt pour les mathématiques, mais nous, on l'emploie aussi
en philosophie. La démonstration est fausse en ce que le terme, vous voyez, si vous n'avez pas encore compris, en ce que le terme indétermination n'est pas pris de la même manière dans les deux cas. Voilà. Dans le deuxième cas, il est pris absolument, car le néant est totale indétermination, et pas dans le premier, car la notion d'être, si on arrive à la saisir en la dégageant de toute forme particulière d'existence, n'est pas pour autant une détermination totale, puisqu'on distingue en lui l'essence et l'existence, ce qui est loin d'être rien. Vous voyez ? La démonstration de Hegel est donc totalement fausse, et c'est même peut-être l'erreur la plus monumentale qu'on n'aura jamais produite dans l'histoire de la philosophie. Une erreur diabolique, c'est-à-dire totalement au service du mensonge organisé, sur laquelle Hegel va bâtir toute sa philosophie. Hegel, considéré, comme on le disait, comme le plus grand philosophe du 19e siècle. Voilà, vous voyez. Et vous avez en particulier là, la mise en application du principe d'identité, de sa forme négative, le principe de contradiction. Le même être ne peut pas en même temps être, ou un être ne peut pas en même temps être et ne pas être sous le même rapport. Voilà, c'est ça. Indétermination, c'est une sorte d'être. Dans un cas, il est pris d'une façon, et dans un autre cas, il est pris d'une autre. C'est pas la même chose. Et donc, il y a contradiction. Bon, comment expliquer la contradiction là? Dans le sens où, bah oui, indétermination, dans un cas, il est pris comme étant le néant, puis dans un autre cas, comme n'étant pas le néant. Il est, il n'est pas. Contradiction. Donc, voilà. Principe d'identité. Vous voyez le petit principe d'identité là, qui semblait complètement idiot, tellement il était évident, et le principe de contradiction qui est moins évident et qui paraît moins idiot. Et bien, il nous arrive à découvrir, dénicher un principe d'erreur énorme, immense, colossal, pour le 19e siècle et puis encore aujourd'hui. On étudie encore Hegel dans les écoles, et voilà. Sans compter, ça c'est la base, mais sans compter toutes les philosophies, toutes les conséquences qui vont découler de ça après. Et en niant l'être, Hegel, il niera conséquemment le principe d'identité, le principe de contradiction. Et bien plus, il fera de la contradiction le moteur principal de sa philosophie. Là, il faut être gonflé. Et on reconnaît bien là l'erreur active dont on a parlé. Quand on sait que Marx et Engels, les fondateurs du communisme, étaient élèves de Hegel, Marx et Engels étaient élèves de Hegel, on comprend ainsi comment la contradiction chez les communistes est quelque chose de logique. Ce n'est pas une malhonnêteté pour eux, c'est ce qui découle logiquement de leur philosophie. On a nié aussi, bon voilà, et on verra, on a tout un cours sur le marxisme, et là Jean Deja, il m'a permis d'approfondir cette notion-là, on verra tout le marxisme, le communisme est à l'origine d'entre 80 et 100 millions de morts, et les historiens disent que c'est un bilan provisoire, pas fini. Heureusement, ça a disparu dans pas mal de choses, mais tous les conflits qu'on a en Amérique latine, en Afrique, en Chine, en Russie, tous les conflits, enfin la plupart des conflits proviennent de cette notion-là. Vous voyez à quel point la pensée est importante, la pensée, la vérité et l'erreur. On en reparlera, mais on voit déjà que dès l'instant où on n'a plus de référence, parce que la vérité, c'est la référence à la réalité, dès l'instant où on a faussé ce principe, tout est permis, on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, c'est des gens très intelligents, comme on disait, qui vont présenter les choses d'une façon attirante, séduisante, mais le résultat est le même, c'est qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est tout à fait, on le verra,
le jeu du démon, enfin, comment dire, l'organisation de son royaume. Bon, on en reparlera, on va pas en dire de trop, ni pas tout mélanger. On a nié aussi la notion de substance, comme les phénoménistes, oui, qui n'admettent que ce qui apparaît au sens, ce qui est visible, audible, mesurable. On a en particulier dans ce genre le positivisme d'Auguste Comte et de toute la science d'aujourd'hui qui en découle, dont Einstein, comme on l'a signalé tout à l'heure. Pour eux, il n'y a que des accidents, qui ne nomment pas ainsi évidemment, il n'y a aucune substance en dessous. Et il y a des phénomènes, on voit, on assiste à des choses qui se produisent dans le monde, on mesure, on calcule, voilà. Mais on ne parle pas d'être, ni de la substance. Mais alors, s'il en est ainsi, s'il n'y a aucune substance, comment les accidents pourraient-ils se soutenir, si vous voulez, dans leur langage, les phénomènes, les événements? S'il n'y a pas de substance, comment les accidents pourraient-ils se soutenir s'ils n'ont rien d'autre pour exister, s'ils ne peuvent se soutenir eux-mêmes? Comment la couleur, par exemple, pourrait-elle exister sans rien qui soit coloré? C'est complètement absurde. Certains physiciens en arrivent même d'ailleurs à nier aussi l'être, à force de ne considérer comme réel que ce qui est mesurable. On en a parlé. Et bon, vous me direz, les couleurs, ne sont plus représentées comme des objets colorés, mais comme des objets, comment dire, je ne sais pas s'il parle d'objets, qui renvoient la lumière avec certaines longueurs d'onde. Bon, d'accord, mais enfin, l'œil, il saisit quand même une couleur sur quelque chose qui est... il y a quand même cette distinction par rapport à l'observation courante, ça n'enlève rien. Il y a quand même des substances qui se soutiennent par elles-mêmes et des accidents qui existent sur ces substances, comme ça nous apparaît à la vue. Bon, après, il y a une explication physique par rapport aux longueurs d'onde, aux rayons, etc., la lumière. Bon, c'est la façon dont ces choses nous arrivent à notre connaissance, mais la connaissance des choses elles-mêmes demeure toujours. Ils ne sont pas annihilés à cause de ça. On verra comment la notion de substance nous aide entre autres à comprendre la transsubstantiation dans le sacrement de l'Eucharistie. Ça c'est important aussi, de voir comment notre Dieu a pris chair et a pris pain, si on peut dire, pour se donner à nous en nourriture par amour, quelque chose de merveilleux. Voilà, on achève ainsi la troisième partie de ce troisième cours. J'espère que ça va, vous ne tirez pas trop la langue. Et voyez. Mais vous voyez toute l'importance de tout ça, et on va le voir au fur et à mesure. Voilà, bon travail, bonne continuation, et au prochain cours, donc on essaye de mettre 3 semaines en moyenne entre chaque cours, avant de les éditer. Et, donc vous avez le résumé après, puis je vous ferai une petite vidéo pour vous aider à voir comment prendre ces résumés, comment travailler ces résumés. Voilà, à bientôt, merci de votre attention.